José, je m'approprie tes propres mots pour te les redire. Bouleversé, dévasté, anéanti par la douleur. Oui, nous le sommes maintenant que toi aussi tu as décidé de rejoindre papa et Michel. José, je me sens que la force de te restituer telle qu'elle, en toute vérité, sans les artifices du langage, mon témoignage, notre témoignage. Nous, tes sœurs, parlant de toi, disons ceci. Isabelle, José, c'est l'homme de la passion, de la grande folie, de la liberté qui refusait de s'enfermer dans des carcans. Arlette dit, José, homme entier, de conviction, de grande simplicité, ouvert à tous. Moi, Daniel, je te dis, tu as comme moi un caractère très fort, et parfois tes colères amenaient souvent la confrontation, les chocs, les replis sur soi. Mais à la fin, l'amour a toujours triomphé. L'amour a toujours triomphé. Notre José, tendre et sauvage, dans la fratrie, on t'avait surnommé José le rebelle, préféré de maman Rose, qui dans ta jeunesse tourmentée a fait les 400 coups, les plus inimaginables, frisant la délinquance juvénile. Ton adolescence a été un conflit ouvert avec papa, et tu es bien celui qui a reçu le plus de coups de parmatoire et de fouet de nous tous. Maman était la modératrice qui apaisait les tensions entre toi et lui. Elle t'a toujours protégé. Et pourtant, le jour que tu as choisi de lui faire de la peine et que maman en a pleuré, papa ne t'a pas puni. Il t'a invité à t'asseoir et t'a dit, José, tu es mon fils et je t'aime. Mais par-dessus vous, les enfants, j'aime ta mère Rose, mon épouse, ma femme, celle qui sera encore là quand vous serez partis. Ne la blesse pas, ne la blesse jamais, s'il te plaît. Sans cri ni coup, papa t'avait fait rentrer en maturité, puisque ces paroles prophétiques de papa se dévoilent pleinement aujourd'hui, car oui, notre maman, ta maman Rose, femme de foi, familière de la souffrance, est celle qui est encore là debout au pied de la croix, avec sa mère, la Vierge Marie, et qui vous voit tous partir, son Jean, son Michel, et maintenant José, son préféré. Comme tu le confesseras toi-même par la suite, ta rébellion marquée envers papa n'était en fait qu'une recherche maladroite de ta propre personnalité, face à un père que tu voulais un peu plus à toi et qui te sera un peu volé par l'Église et le courant charismatique. Que de beaux héritages en pleine similitude auras-tu reçu de papa. D'abord ton apparence physique, ta passion pour la littérature, les lettres, l'écriture dramatique, de brillantes études en lettres modernes à la Sorbonne, plus d'une dizaine de pièces et de nouvelles. Dans tes œuvres, José, tu ne te voilais pas la face devant l'insupportable et te libérais dans une écriture audacieuse, provocatrice, où les mots devenaient paroles et actions parfois dangereuses. Tes missions de coopération française au Cameroun, en Guinée équatoriale, dans les îles des Caraïbes, ont permis le déploiement de tes qualités exceptionnelles de metteur en scène, d'animateur et de gestionnaire de projet. Ta spiritualité et ta foi en Dieu transparaissaient fortement dans ton œuvre, et notamment dans ta pièce, Le Masque de Sika, où ton personnage Prudencio, devenu prêtre, va déclamer à la fin le magnifique psaume 39. Seigneur, tu sais, tu me sondes et me connais, que je me lève ou m'assois, tu le sais, tu me dévances, tu me poursuis, tu m'enserres, tous mes chemins sont devant toi, tu as mis sur moi ta main. Je dois vous dire que j'ai connu José Plia dans un cadre familial. En réalité, nos familles sont alliées et amies. Elles sont alliées parce que mon jeune frère est le conjoint de sa petite sœur et ils ont eu 2 enfants ensemble. Et c'est dans ce cadre familial et à l'occasion d'un événement malheureux qui est le décès de son frère Michel que nous avons fait notre première rencontre. Mais ce n'était pas le lieu
vraiment d'échanger, puisque c'était un lieu de tristesse. J'ai connu Monsieur José Plia, Feu José Plia, exactement le 16 décembre 2016. Il présentait l'un des piliers importants du programme d'ajustement d'action gouvernementale, qui est le PAG 1, où il présentait la partie culture et art. Et j'ai été impressionné. C'était au palais de la Marina, devant presque tous les ministres, devant le chef de l'État, les diplomates, un certain nombre de personnalités. J'étais impressionné par la qualité de l'homme, la qualité de sa vision et la façon dont il bougeait sur la scène. Parce qu'il était au milieu avec un micro et je me suis dit, c'est un homme du théâtre, c'est un homme de communication. Je ne connaissais pas l'homme. Je venais après une semaine, je suis arrivé le 8, et c'est le 16 où j'ai eu l'honneur d'être invité au Palais de la Marina pour assister au lancement du programme de l'action gouvernementale. Et d'ailleurs, à la fin de sa prestation, il parlait de toute la vision du gouvernement en matière, de l'État en matière d'art, en matière de culture, en matière de tourisme. Et il a été félicité par son Excellence le Président Talon. Donc voilà le premier contact que j'ai eu avec l'homme. En sortant ou en terminant, je suis passé le voir, je l'ai salué, je lui ai remis ma carte et je l'ai félicité pour la prestation réussie qu'il a présentée et la vision claire qu'il a donnée dans le cadre de ce pilier important de l'économie, de ce que voulait et la vision du président Talon. Voilà, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Je dois dire que je ne peux plus savoir depuis quand je l'ai connu, parce que j'avais une certaine proximité avec son père, Jean Plia, et son oncle Boniface Plia. Je dois vous dire que je suis rentré au lycée Victor Vallot en 1952, en même temps que son oncle Boniface Plia, qui lui aussi nous a quittés depuis un bon temps, un bon moment. Et puis ensuite, je connaissais Jean Plia de loin pendant qu'il était à Toulouse. Et j'ai eu l'honneur de l'avoir comme professeur en terminale au lycée Victor Vallon en 1958-59. Puis ensuite, on s'est retrouvés dans les années 1980 à l'université où il était mon recteur pendant que j'étais doyen des facultés. Et c'est surtout par mes enfants que j'ai pu avoir une proximité avec José, qui est le fils de Jean Plia et de Boniface Plia, personnalité avec lesquelles j'avais une très grande proximité de tous autres. Alors, ce sont mes enfants qui me l'ont présenté. Et puis, bon, de temps en temps, je l'appelle, j'ai une question du secteur culturel et artistique. Et je dois dire que mon attention a été portée sur lui parce qu'il était sur le front de la promotion de l'art et de la culture dans notre pays et le boom que ce secteur artistique et culturel a connu ces dernières années. Et il y a apporté sa contribution et c'est cela qui nous a un peu rapprochés ces dernières années. En réalité, c'est dans le cadre de nos fonctions réciproques que nous nous sommes découverts et cultivé une réelle amitié et une belle fraternité. L'exposition des œuvres de nos artistes plasticiens au Maroc pendant 5 mois nous en a donné l'occasion, puisque nous avons eu à nous rencontrer avec son équipe à plusieurs reprises. C'est de belles séances de travail, mais c'est surtout, pour moi en tout cas, la rencontre d'un homme passionné, passionné de son travail, passionné de servir le Bénin, et surtout un amoureux de la vie. C'est un épicurien et un humaniste. C'est au fil de ces
échanges dans le cadre de cette exposition que j'ai rencontré l'homme. Et José, c'est vrai, grand bonhomme, grand cœur, et c'est une perte pour le pays. On ne le dit pas assez, cette exposition décidée par Monsieur le Président de la République, c'était un soft power pour le Bénin. C'était une belle réussite. Et José a été un réel artisan de cette réussite. On a réfléchi à qui était José, parce que c'était un homme qui avait de multiples facettes. C'était à la fois, c'était d'abord un grand artiste, et un artiste complet, parce que, évidemment, c'était un grand dramaturge, c'était un excellent metteur en scène, et souvent, on s'arrête là. Certains artistes sont simplement des artistes. Mais lui, il avait aussi un peu les pieds sur terre. C'est-à-dire que, au-delà de son rôle de metteur en scène, de son rôle de dramaturge, il était aussi capable d'être directeur de structures culturelles importantes. Et c'est comme ça que nous l'avons connu en 2004, quand il a pris la tête de la scène nationale de Guadeloupe, l'Archipel. Et c'est une structure culturelle importante, hein, c'est une scène nationale française. Et il a réussi à diriger avec beaucoup de talent cette structure. Et comme à l'époque j'étais directeur général de la région Guadeloupe, on avait beaucoup d'interactions, notamment sur le financement de sa structure, et on est progressivement devenus amis avec lui, avec sa formidable épouse Danielle, et on se voyait, Emeline, Daniel, José et moi, très souvent en Guadeloupe. Donc c'est un artiste aussi qui sait gérer, qui sait diriger des structures, des établissements culturels. Et puis c'est aussi quelqu'un qui a un sens politique culturel. Et dans ses dernières fonctions auprès du président Talon, il a pu donner toute la mesure de ses compétences, toute la mesure de son talent, et il avait la chance de pouvoir s'épanouir auprès d'un président qui avait fait de la culture une priorité du développement de son pays. Et c'est pas donné à beaucoup d'artistes que de pouvoir justement donner leur pleine mesure dans des conditions pareilles. Donc c'était d'abord un grand artiste. Et puis c'était aussi un trait d'union culturelle entre la France et le Bénin. Il a été un des acteurs importants des restitutions, la restitution des 26 objets. J'ai rencontré José Plia en 2016 pour la première fois, lorsque je suis rentré comme un certain nombre de compatriotes de la diaspora, parce que je suis rentré au Bénin pour participer à l'œuvre de redressement, pour entrer au gouvernement en ce qui me concerne, et lui pour travailler aux côtés du chef de l'État pour promouvoir le patrimoine touristique et culturel de notre pays. Le souvenir que je garde, c'est celui d'un homme vif, d'un homme intelligent, qui avait à cœur d'apporter très rapidement ce qu'il savait au développement de son pays. Alors je vais vous surprendre parce que j'ai été plus proche de son père que de lui, parce que l'anecdote que je lui ai racontée lorsque je l'ai rencontré, je la partage avec vous. J'étais en classe de CE2 lorsque, lisant le livre d'histoire qui servait à nos maîtres à l'école, j'avais une interrogation. Et j'ai posé une question à mon père qui m'a dit, mais peut-être que tu dois demander à l'auteur. Et j'ai dit, mais l'auteur, est-ce qu'il est ici, au Bénin? On disait Dahomey à l'époque. Il m'a dit oui. Alors je lui ai demandé, est-ce que je pouvais lui écrire? Et j'ai écrit une lettre d'enfant, que j'ai envoyée au professeur Jean Plia. Je n'avais pas 12 ans. Et le professeur Plia m'a répondu par la poste. Et j'ai gardé cette lettre longtemps comme une relique.
je crois que dans mes archives ou les archives de mes parents, on pourrait la retrouver. Et ce souvenir m'a évidemment particulièrement marqué et a créé, je crois, entre la famille Pliat, entre d'abord l'auteur, Jean Pliat et moi-même, un lien particulier que je me suis efforcé de rappeler à José quand je l'ai rencontré. Et curieusement, il connaissait l'histoire. Et nous avons sympathisé et nous avons parlé de ce que nous savions faire, ce que nous pouvions faire et ce que nous pourrions faire ensemble pour aider au rayonnement de notre pays. Souvenez-vous, à l'époque, je disais que ma mission, dans la fonction qui m'avait été confiée, était de porter le monde, de porter le Bénin vers le monde et de ramener le monde vers le Bénin. Et on ne peut le faire que si on a la passion de la culture, de l'art, de tout ce qui fait notre identité culturelle. Et c'est en cela que, entre José Pliat et moi, un rapprochement s'est fait tout de suite. Il est des êtres dont la trajectoire, même brève, éclaire à jamais notre propre parcours et l'esprit qu'il engendre en nous. José était de ceux-là. Nous n'avons pas grandi ensemble au sens intime des souvenirs d'enfance partagée. Nous n'avons ni couru dans les mêmes rues poussiéreuses, ni nourri les mêmes rêves adolescents, ni goûté à cet âge au silence complice de l'écriture. Non, non. Aussi invisible que je me sentais à cette époque, José, lui, était déjà remarquable. Un petit jeune, discret, vif, souvent d'un membre bienveillant de son frère Michel, que je fréquentais par l'intermédiaire de mon neveu Timothée. Aujourd'hui, cher ami, où tu te retrouves de l'autre côté du rideau noir, comme le dirait Saint-Noir, j'aimerais te rappeler cette propre citation de moi dont tu m'avais demandé l'explication et à laquelle je n'ai pu répondre. Je disais, la mort est une plaisanterie faite à la vie, mais ceux qui la subissent n'ont malheureusement pas le temps d'en rire. Félicitations. Repose en paix, mon frère, et que tes mots continuent de marcher. Merci. Je dirais, je n'ai que de bons souvenirs. Et après, il a décidé de venir me voir à titre privé avec son épouse, ce qui nous a permis de parler d'autre chose que les affaires d'exposition, de nous connaître, que nos épouses se connaissent. Et c'était une belle aventure humaine entre lui et moi. Ce fut une très belle expérience humaine et j'ai beaucoup appris de José et de son équipe. Grâce à eux, le Bénin a été révélé au Maroc. Après la rencontre dont je vous ai parlé au sein du Palais de la Marina pour le lancement du programme du PAG1, je l'ai rencontré à d'autres reprises chez des amis en commun. Et à chaque fois, c'est là où j'ai connu l'homme, c'est là où j'ai appris que c'est un grand intellectuel, c'est un écrivain, c'est un poète, c'est un dramaturge, et qu'il est le fils de Jean Pliat, un très grand intellectuel, écrivain béninois. Et il y a toujours eu un échange très très riche avec lui. On parlait un petit peu de tout ce qui est littérature marocaine, et il était très impatient pour qu'on développe des relations avec mon pays en matière culturelle. Et on a attendu quelques années, est arrivé 2022. La date de la restitution des biens que la France a remis aux autorités béninoises dans une atmosphère ordinaire que nous avons vécu ici avec le président Talon. Et donc je l'ai vu comme maître d'œuvre, comme presque commissaire de
l'exposition au palais d'Amarina pour les 26 biens restitués et que pour l'exposition art moderne, art contemporain au sein du palais où il y avait 106 œuvres d'artistes béninois, 106 œuvres avec de 34 œuvres. Et on a vu la passion de Monsieur José Plia pour cette exposition et le travail acharné qu'il suivait, qu'il suivait tous les détails avec ses équipes, avec les autres personnes, les différentes chargées de mission. Donc, entre-temps, il était directeur, quand je l'ai connu, de l'agence, de l'ANAT, l'Agence nationale des patrimoines et patrimoine touristique. Et après, il est devenu, pendant la période 2023, il est devenu chargé de mission du président de la République pour l'art et la culture. Et ce qui nous a rapprochés encore plus, c'est quand son Excellence le Président Talon a eu la générosité de faire voyager l'exposition de l'art contemporain. Et parmi les pays qui ont été choisis pour abriter cette exposition, le premier pays, c'était le Maroc. Lors de l'inauguration de l'exposition, Sa Majesté avait délégué Monsieur Mehdi Koutbi, qui est le président de la fondation des musées du Maroc, et il a eu un contact avec Monsieur Lia, et ils ont préparé d'une façon vraiment majestueuse, rigoureuse, le déplacement des œuvres vers le Maroc. Et il a fait plusieurs voyages à Rabat pour s'assurer du lieu dans lequel vont être exposées ces œuvres, la façon, la scénographie. Il a tout partagé avec les autorités marocaines, avec son homologue, Monsieur Mehdi Koutbi, à Rabat. Cette exposition qui a eu lieu de janvier à juin 2023, elle devait durer seulement 2023, elle devait durer seulement 3 mois, elle a duré 6 mois, vu l'importance qu'il a eu au Maroc. Donc, l'un des artisans qui a contribué à ce que cette exposition puisse se dérouler dans de très bonnes conditions avec les différentes équipes, avec Madame Yassine, la Sissi qui était avec lui. Les choses sont très bien déroulées. Et depuis lors, j'ai eu l'occasion, avec mon épouse, de connaître son épouse Danielle. Donc, il venait ici à la résidence à plusieurs reprises. Et l'un des plus grands souvenirs que je garde de lui aujourd'hui, c'est que, je pourrais dire, l'un des derniers discours qu'il a prononcé avant son décès. C'était le 2 décembre, le 2 avril de cette année, 2025, ici à cette résidence du Royaume du Maroc, où j'avais l'honneur de décorer mon ami, au nom de Sa Majesté, mon ami l'ambassadeur Serge Dagnon, et il était parmi les invités qui étaient présents pour cette décoration. Quand j'ai terminé mon discours, j'ai décoré Serge Dagnon au nom de Sa Majesté. Serge Dagnon aussi a répondu à envoyer un message à Sa Majesté le remerciant de cette décoration. Voilà une voix qu'on connaît, qui est bien connue, qui dit je vais sortir du protocole, mais je voudrais dire un témoignage pour mon ami Serge Dagnon, avec lequel je travaillais, qui était à l'époque ambassadeur à Rabat, pour la réussite de l'exposition d'art contemporain à Rabat. Et c'est vraiment avec grande émotion que je me souviens aujourd'hui de cette voix qui est toujours dans mes oreilles, qui résonne avec les mots, avec la manière, avec la délicatesse de ce monsieur que tout le monde a perdu ici au Bénin, et même à travers la communauté de ceux qui aiment l'art, les francophiles et les francophones. Là, vous avez eu à travailler ensemble, mais j'ai eu une multitude de questions à lui poser sur les projets en cours dans ce secteur artistique et culturel. Nous avons un certain nombre de fois eu à échanger.
Et ce que je regrette est que nous devions nous retrouver ces derniers temps à un déjeuner, à un dîner, et ça n'a pas pu avoir lieu, et il nous a malheureusement quittés. José, c'était un ami. C'était un ami qui était toujours souriant. Je crois que ce qui le caractérisait, c'était son enthousiasme. Quand il arrivait chez nous, ou quand on allait chez lui, il y avait toujours du rire, un grand sourire d'accueil, et il était toujours plein de projets. Il se projetait en permanence, et encore une fois, avec la liberté que lui donnait le président Talon, ça lui permettait de nourrir ses projets, d'en concevoir de nouveaux. Et il parcourait le monde pour faire connaître la culture béninoise. Je peux vous dire que nous avons accompli certaines missions ensemble. Celle dont je me souviens comme si c'était hier, c'était en 2018. J'étais en mission à Addis Abeba quand José m'a téléphoné pour m'informer de la nécessité pour moi de le rejoindre à Londres parce que la National Geographic Society britannique fêtait ses 130 ans et à l'occasion de ses 130 ans, cette National Geographic Society britannique avait l'intention de faire un don au Bénin et avait aussi l'intention d'intégrer désormais le patrimoine culturel et touristique du Bénin dans ses reportages. Et nous sommes allés à Londres ensemble. Et ce fut une très belle soirée, une grande soirée, une soirée culturelle de haut niveau. Le Bénin a reçu 6 millions d'euros de dons de la National Geographic Society. Et cela, je dois dire, grâce au travail de préparation, de plaidoyer que José Plia avait fait. Donc, c'était une manière très claire de porter le Bénin dans un cercle très fermé, mais aussi de ramener le monde vers le Bénin, puisque et lui et moi avons ce jour-là parlé du Bénin à ceux qui étaient dans cette audience-là. S'il est vrai que la passion est une religion, comme le pensent les philosophes, suivie à l'extrême, jusqu'à l'effacement de soi, jusqu'à la fusion totale avec l'idéal rêvé, jusqu'à la lumière de l'accomplissement, alors José Plia en fut l'un des grands prêtres. Tant il était de ceux qui brûlent leur souffle, leur voix, leur énergie pour la construction du rêve commun. En José Plia, l'homme d'action publique faisait écho à l'homme de théâtre avec qui il dialoguait sans cesse. Cette relation n'était pas une simple apparence, mais un acte de foi, une tension fertile entre rigueur et vision, entre esthétique et stratégie. Il fut cette voix qui dérange et qui éclaire, qui bouscule et qui gêne, mais qui toujours focus sur l'objectif, fédère les énergies. L'artiste, le stratège, le diplomate culturel, le penseur d'État. En lui, toutes ces figures se sont croisées et se sont entremêlées. Et c'est dans cette pluralité qu'il a laissé son empreinte, exactement comme un poème qu'on ne finit jamais de lire. Chers parents et amis de notre frère absent, il n'y a ni regret, ni plainte face à un homme qui s'est donné avec force, engagement et générosité. Il n'y a ni regret, ni pleurs face à un artiste qui s'est investi avec passion. Et si son départ, brutal, incompréhensible, laisse aujourd'hui place à stupeur, peut-être même à la colère, c'est qu'il a su, par sa vie, rassembler, mettre d'accord les sensibilités les plus éparses et les caractères les plus opposés. Mesdames et messieurs, il n'y a rien de plus grand que la vie. Et si la mort devient familière,
c'est peut-être parce qu'elle éclaire la beauté de la vie en même temps qu'elle nous éclaire de sa fragilité. Cette vérité, José nous l'a enseigné à sa manière, en artiste de fiction, en serviteur de lumière, en responsable politique. Et s'il nous précède vers le plus grand metteur en scène de l'univers, c'est peut-être parce qu'il a choisi, comme dramaturge, c'est bien le faire, de sortir de scène de manière aussi inattendue et aussi émouvante. Dors en paix, chers frères, cher José, cher ami, chers collègues, et merci d'avoir été des nôtres. J'ai été informé très tôt le matin, au réveil. Ma première réaction a été de crier « Pas José, pas maintenant ». Mais je me suis ressaisi très vite, en me disant « Mais qui suis-je pour dire ça ?» Ce n'est pas nous qui choisissons le quand, le comment, le où et le pourquoi. Je me suis ressaisi et en même temps, j'ai commencé à me rappeler nos derniers échanges. J'ai constaté, en réalité, que beaucoup de choses ont été dites entre lui et moi lors de nos échanges. Ce voyage, il ne le sentait pas. Il avait à la fois envie de partir, de faire ce voyage, et envie de rester. C'était étonnant. Mais le devoir, le service du pays a très vite pris le dessus. Mais on sentait que c'était pénible pour lui de partir. Je l'ai même menacé, en blaguant bien sûr, que j'allais lui saisir son passeport. Il a rigolé et on s'est séparés. On s'est revus quelques jours après, peu avant son voyage. On a repris les mêmes échanges. Je lui ai écrit le soir même parce que j'ai senti son malaise. Pour lui exprimer par écrit, j'ai dit exactement ceci: je suis fier de t'avoir comme frère et ami. Parce que je sentais qu'il avait besoin d'entendre certaines choses. C'est comme ça qu'il est parti. Aujourd'hui, je ne pleure plus José. Parce que on n'y peut rien. Donc, au lieu de le pleurer, je rends grâce et me réjouis plutôt de l'avoir connu. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté dans cette période de ma propre vie où on ne sait pas pourquoi, on a besoin de rencontrer certaines personnes, d'entendre certaines choses. Je dis, José m'a donné ce que lui n'avait pas au moment où il voyageait. C'est grâce à José que j'ai eu des joies personnelles. José m'a reconforté dans certaines de mes préoccupations à moi, alors que les siennes étaient plus préoccupantes. C'est pour ça que je dis qu'il m'a donné ce que lui n'avait pas. Qu'il repose en paix. J'ajouterai
que de nos échanges, il est ressorti que il était en quête du sens de sa vie. Je citerai Kafka en disant le sens de la vie, c'est qu'elle s'arrête. Aujourd'hui, José connaît le sens de sa vie. Et moi, je continue de rechercher le mien. Franchement, c'était un choc. Comme je disais tout à l'heure, c'est que j'ai la dernière image que je regarde de lui 10 jours avant, le 2 avril. Il était avec nous, en forme, belle voix, belle prestance. Et 10 jours après, au petit matin, on m'apprend que le décès de mon ami José Plia, c'était une vraie consternation, une vraie tristesse. Et c'est là où Dieu nous rappelle qu'on n'est rien sur terre, que du jour au lendemain, on peut disparaître, c'est comme si on a existé. Bien que, je dirais que pour José Plia, son corps est parti, mais son œuvre, son âme est toujours là, à travers ses œuvres, à travers ses écrits, à travers ses poèmes, à travers le réseau d'amitié qu'il a pu créer. Et là, je salue aujourd'hui notre ami en commun, qui est Monsieur Ildefonse Afobolo, qui a organisé il y a 3 jours une veillée artistique à Ouida, où on a écouté une série de poèmes écrits par José Plia, lus par son épouse Danielle, que je salue. Et il y avait des musiciens, ils les ont fait passer la musique qu'il aime. C'était un moment très, très émouvant. C'était une réussite. La salle était pleine. Il n'y avait pas de place pour ceux qui étaient un peu dehors. Et c'est une réussite. Et c'est là, on peut dire que José Plia, son corps est parti, mais son œuvre et ses amis sont toujours là. Et son pays s'en souviendra toujours de lui. C'est une grande perte pour la scène culturelle béninoise et francophone. C'est une très grande perte, bien sûr, pour sa famille. Une pensée vraiment fraternelle à sa maman, à son épouse Danielle, à ses frères et sœurs et à ses enfants que nous avons vus, qui sont vraiment très touchés par la séparation de leur cher père, de leur cher mari, de leur cher fils, et frère ou sœur. C'est vraiment des moments assez difficiles, mais on peut dire que Dieu l'a choisi, et en le choisissant, il est parti, tout en laissant une grande partie de lui-même sur terre. J'ai été attristé. Très attristé parce que je trouvais en José la continuation, dans son style propre certes, mais la continuation de feu son père, dont j'ai beaucoup regretté le départ pour l'éternité. Et je pensais que lui, il allait continuer cet aspect artistique qui est impropre de sa famille d'ailleurs. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis rentré au lycée Victor Ballot en 1952, en même temps que son oncle Boniface Plia, qui était brillant dans notre promotion et qui était très porté sur l'art, surtout la culture et l'espagnol. Lui, il était un as en espagnol. Il a d'ailleurs terminé professeur certifié espagnol, mais il n'a plus pratiqué. Il a ouvert à Paris un atelier de photographie artistique. Vous voyez que le talent y est. Et quand on voit son grand frère Jean Plia, on trouve le même talent. Et moi, je pensais que Dieu allait nous laisser plus longtemps José Plia pour qu'il puisse continuer de nous faire jouir de ce talent bien partagé au sein de sa famille. Mon épouse Emeline et moi, nous avons appris le décès de José. C'était d'ailleurs notre ami l'ambassadeur du Maroc qui l'a annoncé. Ça a été la stupeur parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'à son âge, il disparaisse aussitôt. Et cette annonce nous a évidemment plongé dans une grande tristesse. Et c'est pas
le hasard si malheureusement il est décédé à l'extérieur, parce que, pour conclure, je dirais que José était un citoyen du tout monde, au sens où Glissant le concevait, c'est-à-dire qu'il avait pleinement conscience que le monde est en mutation, que les civilisations se marient, il avait pleinement conscience d'une forme de créolisation du monde, et il était donc aussi à l'aise à la Dominique, en Guadeloupe, à Paris, à Besançon, à Marseille, qu'à Ouidah ou qu'à Cotonou. C'était vraiment l'exemple de ce qu'un artiste peut aujourd'hui représenter, c'est-à-dire l'universalité de la culture. L'annonce du décès de M. José Plia m'a ébranlé. J'ai appris cela avec consternation, avec beaucoup de tristesse, parce que c'est un proche, c'est une personne avec qui j'ai eu à travailler, c'est une personne avec qui j'ai accompli certaines missions importantes pour notre pays. Et donc, j'ai été très malheureux d'apprendre sa brutale disparition. Je vous dirais que j'ai pas une pensée particulière, mais j'ai une réflexion personnelle et un constat. La réflexion personnelle, c'est que dans les épreuves de la vie, n'ayons pas peur d'être ce que nous sommes. N'ayons pas peur d'être ce que nous sommes. José avait à la fois envie de partir et envie de rester. Par peur de décevoir s'il ne partait pas. Aujourd'hui, je m'aperçois que nous ne devons pas avoir peur d'être ce que nous sommes, même si c'est difficile. Le constat que je fais, c'est que José est enfin bien là où il est. Et comme j'ai cité Kafka tout à l'heure, je finirai toujours par Kafka, qui disait en substance: j'ai eu honte de réaliser que la vie est un bal costumé, alors que moi, je suis toujours avec mon vrai visage. José avait envie d'avoir son vrai visage. Et aujourd'hui, il l'a. Il se promène partout, sans haine, sans crainte, avec son grand sourire. Je souhaite qu'il repose en paix. Et même avec retard, je lui dis que je l'aime. Il faut reconnaître que le président Talon choisit les talents. Et dès 2016, parce que José Plia a travaillé dans différentes régions du monde, très actif dans le domaine culturel, et le président Talon l'a choisi. Il l'a nommé, lui a mis à la tête de l'agence de la NAT. Et puis, il l'a nommé comme chargé de mission auprès de lui. Ça veut dire qu'il reconnaissait en lui ses compétences. Il reconnaissait en lui tout ce qu'il pouvait apporter à son pays. Et il a été d'une grande fidélité pour son pays, pour son chef d'État. Et mon vœu, c'est que une des salles artistiques ou un endroit puisse porter le nom de José Plia, parce que ce sera la moindre des choses pour un homme qui est mort en fonction pour son pays et qui a fait beaucoup de choses pour son pays et que son pays lui a donné beaucoup de choses parce que il lui a reconnu déjà sa compétence, il a reconnu en lui la capacité de servir. Et c'est cet échange entre de donner et recevoir qu'on voudrait, que j'espère que le pays pourra lui rendre en nommant une place,
édifice culturel, un des musées ou une salle dans une musée qui portera le nom de José Plia. Les artistes et les hommes de culture ne meurent pas, à la seule condition que ce qu'ils ont semé puisse continuer d'être entretenu et prolongé, et animé, entretenu et prolongé. Donc les hommes de culture sont appelés à poursuivre, les hommes de l'art également, et de temps en temps, il faudra que nous ayons Dieu français pour tous ceux qui ont contribué à asseoir et promouvoir l'art et la culture dans notre pays. Je dois simplement dire que nous voyons ce que nous aimons, nous les voyons éternels, mais Dieu n'a pas prévu les choses ainsi, et sa volonté est faite, et nous sommes obligés de nous y soumettre. Je regrette de n'avoir pas pu assister directement aux obsèques au Bénin, pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas envie de m'étendre ici. Mais en écoutant le message de sa sœur Danielle, j'ai compris beaucoup de choses de lui. J'ai compris aussi beaucoup de postures qu'il avait. Mais le message que j'ai à partager, que je retiens, c'est que c'est un homme qui a voulu bien faire, a essayé de bien faire. Et je me rappelle avoir visité le site qu'il avait aménagé du côté de Ouida. Il m'avait parlé aussi de notre site à Kwaou, sur lequel il travaillait pour aider, contribuer à l'image du tourisme dans notre pays. Et ce que j'ai retenu de lui, c'est qu'il était il n'était pas toujours très à l'aise dans le jeu politique, dans tout ce que je pouvais appeler intrigue politique. Il y a eu peut-être des impairs. Je crois que ceux qui en ont été témoins ont pardonné. Je crois que José était omnibulé par le besoin de la grandeur du Bénin. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que José ne méprisait pas les gens. Parce que vous savez, le mépris, qu'il soit social ou qu'il soit culturel, le mépris entraîne l'humiliation. Et l'humiliation entraîne la révolte, et la révolte crée le chaos. Et José, il n'aimait pas le mépris. Il essaie de se mettre à la portée de tout le monde. Et ce que je retiens de lui, c'est qu'il a contribué à sa façon, à la suite de son père, d'une manière différente, certes, puisque l'autre était géographe et historien. Il a contribué à sa façon à la grandeur de notre pays. Puisse la terre lui être légère, et puis ses œuvres lui survivent pour que dans 10 ans, dans 20 ans, même dans un siècle, parce qu'il a écrit, parce qu'il est dramaturge, parce qu'il a écrit des pièces qui ont été traduites dans au moins 8 langues, pour que dans un siècle, au-delà de nous, on puisse se souvenir de lui comme un grand dramaturge, un grand patriote béninois. Voilà ce que je retiens et que je souhaite. D'abord, remercier ces formidables comédiens qui nous ont laissé entendre quelques-unes des voix que José prêtait à ces personnages. Merci. Il aurait aimé vous entendre. Merci à Al-Bendine, maître, pour avoir accepté de les diriger. José t'aimait tant. Merci à Florent Kouazotti pour son regard fraternel, son regard de père sur l'écriture de José, ses thématiques, sa portée universelle. Ce que tu as écrit dans Le Point est remarquable et généreux. Ce n'est pas si commun. Merci à toi. Merci, grand merci au président Talon et à toute son équipe qui, de Washington à Paris, nous a accompagnés, protégés, consolés dans cette terrible épreuve
avec une humanité dont seuls les grands sont capables. Un faux plus. Merci encore, Ildefonse, pour cette soirée qui nous réunit autour de José et de son œuvre. Merci à toi, l'ami. Merci à toi qui connaissais de José toutes les gammes de ses identités multiples. Votre complicité, là où il est, lui manquera. Et enfin, non, avant le enfin, je voulais vraiment remercier Maxime, le fils aîné de José, qui par sa danse tout à l'heure a su exprimer pour toute sa famille, pour nous tous, épouses, enfants, mais aussi amis, toute la gamme des émotions que l'on peut ressentir dans une situation pareille. Donc vraiment, merci pour ton grand talent. Et tu es la preuve que quand l'art réunit une famille, on est indestructible. Enfin, merci à vous tous qui êtes là ce soir. Merci de nous accompagner dans cette traversée. José était l'homme que vous avez connu ici, le conseiller, le collaborateur, fidèle, l'ami, le fils, le frère. Pour ses enfants, il était le père, à la fois absent et présent, par touche, par étincelle, de joie et de rire, de larmes parfois. Pour moi, il était l'époux, le complice, l'ami, la force et la joie. Il emplissait tout de son rire et de sa présence, de ses colères aussi, surtout s'il avait faim. Je pense que là, au rire, je sais que quelques-uns ont dû essuyer ce genre de colère. Il dévorait l'espace. Il était mon souffle, ma vie. Ensemble, nous avons créé 6 de ces pièces. Des effracteurs à la Comédie Française en 2006, à Cannibal, à Malakoff en 2015, pas 2006, alors 2002. Elles ont fait le tour du monde, portant haut son verbe, sa poésie, sa vision du monde, son besoin d'humanité, ses doutes, ses questionnements. Cet homme-là est parti. Cet homme-là est parti et il restera dans nos cœurs à jamais. Mais il disparaîtra de la mémoire collective, car ainsi va la vie, trop vite, oublieuse, amnésique. 3 posts sur Facebook et puis s'en va. Ce qui demeurera en revanche, ce sont ses œuvres, sa participation enthousiaste à cette grande révolution en cours au Bénin, œuvre collective, passionnante, puis celle plus intime, plus secrète et qui fait littérature. José était d'abord un poète habité par le paradis de l'enfance, mais aussi hanté par la perte et la disparition, thématique qui traverse l'ensemble de son œuvre. Un poète qui écrit pour le théâtre, parce que le théâtre et littérature en partagent. À peine écrit, le texte appartient aux comédiens, metteurs en scène, qui le malaxent, le réécrivent parfois, le trahissent souvent. Et c'est ce qui en fait tout l'intérêt, la nécessaire trahison, disait-il. J'espère ne pas le trahir ce soir, en reprenant un extrait de Cannibal, où il est question de la perte, de la disparition, de l'enfant réel ou imaginaire. J'ai bien peur que cette perte-là n'ait parlé plus que de raison, et qu'en relisant ce texte, je n'ai pensé qu'à lui,
à son regard d'enfant posé sur le monde et à son absence. Il est probable que ce soit là ma part de trahison. J'espère qu'il me le pardonnera. Les circonstances sont exceptionnelles. Cannibale de José Plia. Cannibale, nom masculin, XVIIe siècle. 1. De l'espagnol cannibale, altération de caribal, qui, dans la langue des Caraïbes, désigne le fait pour un homme ou une femme ou un animal de manger ses semblables. 2. Fantasme du stade oral, consistant à vouloir s'incorporer en dévorant l'objet du désir. Ma fille a disparu. Madame, je ne veux pas vous importuner, car je vous vois partie dans vos pensées. S'il est une chose que je réprouve et à laquelle je me refuse, c'est bien l'action qui consiste à déranger toute personne ou toute femme assise sur un banc dans un jardin public, la tête renversée, perdue dans ses pensées. Mais comprenez, ma fille a disparu. Et il faut bien une raison de cette nature pour que j'ose quitter ma place, pour venir jusqu'à vous, pour vous parler. Cette parole que je vous adresse et qui s'immisce brutalement dans le long cours de vos pensées, je vous promets de la faire brève. Aussi brève que le temps que je vous demande de m'accorder pour l'entendre et me répondre. Ma fille a disparu. Après, je m'éloignerai. Et vous pourrez reprendre votre rêverie au point où je l'ai interrompue. Vous la retrouverez aisément. J'en suis persuadée. Parce qu'il doit être doux, votre abandon, ou tendre, ou même câlin. Et il suffit pour s'en convaincre de voir cette manière que vous avez de rêver et ce sourire d'enfance dans vos yeux. Vous la retrouverez. Et vous ne me tiendrez pas rigueur de cette question. Ma fille a disparu. Mademoiselle Christine, pardon. Je sais ce qu'il en coûte d'être réveillée comme ça, à l'impromptu, au beau milieu d'un rêve. Le retour au soleil est bien désagréable. Je sais. Tenez, je me suis assoupie. Quelques secondes, quelques minutes peut-être, et je puis vous assurer qu'elle était bonne, cette sieste improvisée de fin d'après-midi, assise sur un banc, à l'autre bout du parc où je rêvais d'elle, ma petite fille. Je me réveille, ma fille a disparu. Le retour au soleil est bien désagréable. Nous sommes arrivés il y a 1 heure, ou peut-être un peu plus, ou peut-être un peu moins. Nous nous sommes assis là, sur le banc du milieu. Il n'y avait personne. Il faisait beau. Nous lui avons trouvé du charme à ce recoin de Pars. Les riez, les arbres s'y négligent, l'écaille des vents se décompose. Un bout de jardin oublié depuis l'automne. Nous avons joué. Je ne sais plus à quoi, mais nous avons joué. Et moi, j'entends encore son rire, se détacher de la clameur des autres enfants, là-bas, derrière, au loin. Elle a eu chaud. Nous avons bu. À mon réveil, elle avait disparu. Et vous étiez là.
assis sur votre banc comme une apparition. Alors moi, je me dis que peut-être qu'en arrivant, avant de vous asseoir, comme deux amis. Comme deux amis qui se retrouvent au détour d'une allée de traverse et qui vont s'entraider parce que l'une d'elles a perdu quelque chose. Un bien, une personne. Elle a perdu sa fille. Mademoiselle, ce n'est pas de l'aide que vous m'apportez, c'est de l'angoisse. Une angoisse mouvante comme il en est des sables et qui va nous engloutir, vous, moi, et aussi cette dame qui fait la différence. Oui, madame, c'est de vous que je parle. Votre position n'est plus tenable. Vous me devez aussi de l'attention à moi et à ma fille. Je vous tiens responsable du cyclone d'angoisse où je me trouve. Vous m'avez conduite au bord d'un précipice et il va bien falloir que vous me reteniez ou que vous plongiez avec moi. C'est bien vous qui m'avez conseillé Martine. Mais Martine ne peut rien. Martine ne sait rien. Mais Martine me dit que vous étiez là avant qu'elle n'arrive et pendant mon sommeil. Tout me ramène à vous et à votre regard, où il se passe des tas de choses que j'aimerais comprendre. Madame, il n'y a pas de violence. Il ne peut y en avoir. Une maman a perdu son bébé qui reposait dans un landau. Deux femmes sont à ses côtés et elles ont vu ou entendu ou pressenti cette disparition. Elles ne savent pas ou elles ont oublié. Ce n'est pas grave. La mère est là pour les aider à se ressouvenir. C'est son rôle, c'est son devoir. Et si elle n'y arrive pas, la mère dispose d'un arsenal de persuasion. Il y a l'interrogatoire qui vise à poser les questions les plus inattendues, les plus saugrenues, les plus irritantes, afin de délier les cœurs et les langues. Il y a le harcèlement pour attaquer les mémoires défaillantes et raviver les souvenirs les plus secrets, les plus enfouis, ceux qu'on croyait ne pas avoir et qui vous reviennent malgré tout. Il y a les coups de poing, les coups de pied, les coups de dents, ce que l'on donne avec des pierres sur la tête. Et quand il n'y a plus de pierres, il reste les ongles qu'on plante dans les cheveux pour vous forcer à retrouver tous les bébés perdus dans des landaux depuis la création. Ce n'est pas de la violence. C'est une recherche légitime. Si j'entrais en état de violence, cela signifierait que je n'ai plus d'espoir de retrouver ma fille. Le spectacle que j'offrirais alors serait insoutenable et vous n'auriez plus qu'à vous crever les yeux pour ne pas être victime de la douleur d'une mère. Si j'étais en état de violence, je vous infligerais ma nudité et avec elle les 1000 façons de s'écorcher la chair. Je pousserais les hurlements de mon louve dépossédé et qui n'a rien à perdre et qui connaît les 1001 façons de hurler. Vous ne vous en remettriez pas. Parole de mère. Mais ma fille a disparu. Elle est quelque part, perdue dans ce parc. Et nous allons la retrouver ensemble. Jéosée, tu portes en toi l'étincelle et le charisme des Plias, de la grande lignée de notre ancêtre Plia, chef des porteurs du roi Béanzin. Ton charisme et ton haut potentiel ont été détectés par son Excellence, le président de la République, Patrice Talon, lors de son ascension au pouvoir en 2016. Toute ta volonté, ton énergie et ton enthousiasme vont alors se concentrer sur le Bénin révélé. Oui, le Bénin révélé que tu annonçais avec emphase. Son patrimoine historique et touristique
qui va devenir ta passion, ton projet, ton fer de lance en tant que premier directeur d'une agence nationale pour le patrimoine et ensuite chargé de mission aux arts et à la culture. Curiosité, partage, négociation, découverte, communication, voyage aux confins de la planète, mission à temps et à contre-temps pour capter et reproduire les belles réussites d'ailleurs. José, tu as tout donné. Tu as trop donné, au point d'atteindre le point de non-retour, au point d'oublier que tu étais un corps, que tu avais un corps, un précieux allié qui, dans sa sagesse, t'a pourtant donné de fortes alertes pour t'appeler à la vigilance et à te ménager. Mais tu ne l'as pas écouté. Embrumé et chevillé par ta passion d'aller jusqu'au bout, de coopérer à un Bénin nouveau. Oh José, je t'avoue, comme je voudrais tellement de toutes mes forces retourner dans le temps, ce 6 avril 2025 à la messe de midi, à Bon Pasteur ici même, où tu as eu ce malaise qui t'a empêché de terminer la messe. À la sortie, te voyant affalé sur le siège de ton véhicule, mon instinct de naturopathe a capté les clignotants d'alarme inquiétants qu'envoyait ton corps, mais que tu refusais d'écouter. Oui, le corps parle. Patriote, africain, béninois, que nous dis-tu, José? Tu nous dis que ce n'est que le début d'un Bénin nouveau, un Bénin qu'il nous faudra encore faire grandir, un Bénin qu'il nous faudra encore protéger, et ton sacrifice ne sera pas vain. Tu nous dis, sois toi-même à 100%, vis pleinement ta passion, ose la vie, vis ton idéal, vis ta folie. Et de là-bas, tu nous exhortes, mais sois vigilant, prends soin de ton corps, écoute-le, il est ton meilleur allié. Pour finir, je te confirme, José, que de là-bas, toi, papa et Michel, vous verrez la concrétisation du MJP, le musée Jean Pliat, qui deviendra une réalité. Comme tu l'as si bien dit dans ton oraison funèbre à papa, je te rassure que ton besoin de consolation est peut-être difficile à rassasier, mais pas impossible. Quand on marche avec celui qui n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a juste dit à Londres de l'autre bord. Sur ton magnifique chalet de Gapé, avec maman, nous regardons les vagues du lac Toho qui écrasent la berge de ton coin de paradis. Et je voudrais que le calme vienne habiter ma solitude, notre solitude. Tu es déjà de l'autre bord. Tu es juste dans la pièce d'à côté. Et nous te rejoindrons bientôt. À bientôt, José. À bientôt. Amen.